Bienvenue sur l'Atlas des contes. Des légendes racontées lentement pour vous apaiser et vous aider à dormir profondément. Avant de commencer, laissez votre corps ralentir. Inspirez doucement, comme si l'air venait des îles de la mer Égée. Si ces voyages nocturnes à travers les contes et légendes du monde vous apaisent, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Au temps où les dieux marchaient encore parmi les hommes, où les monstres vivaient dans les marges du monde comme des fautes laissées ouvertes, un jeune homme grandissait sur l'île rocheuse de Séryphos. Il s'appelait Persée. Les pêcheurs le croyaient fils du hasard. Les anciens, eux, observaient sa force trop vive, son regard trop droit, et se taisaient. Car Persée n'était pas né d'un homme ordinaire. Il était le fils de Danaé, princesse d'Argos, et de Zeus, venu à elle en pluie d'or derrière des portes qu'aucun mortel n'aurait pu franchir. Sa naissance avait déjà semé la ruine. Le père de Danaé, Acrisios, roi d'Argos, avait appris par un oracle qu'il mourrait un jour de la main de son petit-fils. Incapable d'affronter la prophétie, il choisit la lâcheté des rois. Il enferma sa fille. Puis, lorsque l'enfant naquit malgré les verrous, il fit jeter la mère et le fils dans un coffre livré à la mer. Il espérait noyer le destin comme on noie une honte. Mais la mer ne serre pas toujours les couronnes. Le coffre dériva jusqu'à Séryphos, où un vieux pêcheur les recueillit. Persée y grandit entre le sel, le vent et le silence de sa mère. Danaé parlait peu d'Argos. Elle vivait avec cette raideur des êtres qui ont survécu sans jamais guérir. Persée apprit très tôt que le monde supporte mal ceux qu'il n'a pas réussi à détruire. Il devint fort à tirer les filets, rapide sur les falaises, redoutable dès qu'il sentait une injustice. Pourtant, sous sa vigueur, demeurait une inquiétude obscure. Il sentait que sa naissance cachait encore une menace. Cette menace prit un visage lorsque Polydectès, roi de Séryphos, posa les yeux sur Danaé. D'abord vinrent les cadeaux, les visites, les paroles polies. Puis le ton changea. Le roi revenait plus souvent. Danaé se refermait davantage. Persée n'eut pas besoin d'explications. Il se mit à attendre près de la porte le soir, à accompagner sa mère au puits, au marché, au temple. Sur l'île, on remarqua bientôt que le jeune homme regardait le roi sans baisser les yeux. Et cela, Polydectès ne pouvait le supporter. Le tyran n'était ni fou ni pressé. Il savait que tuer Persée ouvertement soulèverait l'île. Le fils de Danaé était aimé des pêcheurs, des artisans, de tous ceux qui reconnaissent la droiture sans avoir besoin qu'elle porte une couronne. Il fallait donc l'éloigner autrement.
Le roi attendit. Les hommes patients sont souvent les plus dangereux. Quand revint le printemps, Polydectès organisa un banquet éclatant. Les tables croulaient sous le vin, les viandes rôties, les coupes d'argent. Au milieu des rires, il annonça qu'il souhaitait épouser une noble dame d'une île voisine. Chaque invité devrait lui offrir un présent digne de ce mariage. Les riches parlèrent de chevaux, d'ambre, de tissus rares. Persée, lui, n'avait rien. Polydectès saisit l'instant avec une cruauté souriante. Un homme tel que toi ne viendra tout de même pas les mains vides. La salle se tourna vers lui. Persée sentit les regards, les moqueries retenues, l'humiliation tendue comme un filet. Son orgueil parla avant sa prudence. « Demande ce que tu veux. Je te l'apporterai. » Le roi laissa le silence s'épaissir, puis prononça les mots comme on plante une lame. « Alors apporte-moi la tête de Méduse. » Même les coupes semblèrent se figer entre les doigts. Le nom de la Gorgone traversa la salle comme un courant de tombes. On racontait qu'elle vivait au bout du monde, avec ses sœurs immortelles, dans un repaire que la lumière évitait. Son regard changeait les hommes en pierre. Des guerriers, des voleurs, des princes avaient tenté de la vaincre. Aucun n'était revenu. Danaé blanchit. Persée comprit aussitôt le piège. Refuser, c'était se déshonorer et livrer sa mère au roi. Accepter, c'était marcher vers une mort certaine. Il accepta. Cette nuit-là, il trouva Danaé éveillée près d'une lampe presque consumée. Son visage demeurait calme, mais ses mains tremblaient. « Ne pars pas » murmura-t-elle. Il n'avait jamais entendu sa mère supplier. « Si je reste, il te prendra. Et si tu pars, je te perds. » Il voulait promettre son retour, mais certaines promesses sonnent faux avant même d'être prononcées. Alors, il dit seulement « Je ne laisserai plus personne décider de notre vie. » Danaé posa sa main sur sa joue avec une tendresse presque douloureuse. « Tu ressembles à ton père quand tu parles ainsi. » Persée releva les yeux. « Alors dis-moi qui il est. » Elle détourna le regard vers la flamme. « Un dieu. Et c'est pour cela que j'ai peur. » Au matin, Persée quitta l'île avec une simple lame, un manteau usé et le poids d'un serment impossible. En secret, Danaé confia au vieux pêcheur un second souci. Polydectès n'attendrait pas longtemps avant d'agir. Persée le savait lui aussi. Chaque pas qu'il faisait vers l'inconnu éloignait son corps de Séryphos, mais rapprochait le danger de sa mère. Il marcha d'abord sans autre guide que sa colère.
contre le roi, contre l'oracle, contre ce Père céleste qui n'avait laissé derrière lui qu'un sang glorieux et une vie menacée. Persée traversa des collines brûlées, des vallées où les oliviers poussaient tordus par le vent, des sanctuaires déserts où l'encens froid sentait la poussière. Il dormait peu. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait Danaé seule face à Polydectès. Dès qu'il les rouvrait, l'horizon semblait reculer. Un soir, alors que la lumière dorée vibrait encore sur les pierres, deux présences surgirent devant lui comme si le soleil avait pris forme. La première portait le casque, la lance et le regard gris des stratèges. Athéna. La seconde souriait avec insolence, légère, chaussée d'ailes, Hermès. Persée tomba à genoux. « Relève-toi, fils de Zeus, dit Athéna. Le courage ne rampe pas. » Hermès tourna autour de lui, amusé. Peu de mortels acceptent de chasser une gorgone pour contrarier un roi. L'Olympe apprécie les audacieux. Persée se redressa, partagé entre stupeur et colère. « Si vous pouviez m'aider, pourquoi m'avoir laissé partir seul ?» Athéna répondit sans dureté. « Parce qu'un homme qui reçoit les armes avant d'avoir choisi le combat ne mérite ni les armes ni la victoire. Maintenant, tu as choisi. » Hermès lui tendit une paire de sandales ailées. À peine Persée les chaussa-t-il qu'il sentit le poids du monde se desserrer sous lui. Avec elle, ni mer, ni montagne, ni poursuite ne te retiendront longtemps. Puis il lui remit un bonnet d'invisibilité, sombre comme l'entrée d'un tombeau, emprunté à un parent peu généreux. Garde-le bien. Athéna, elle, plaça entre ses mains un bouclier de bronze poli, si net qu'il reflétait le monde comme une eau sans rides. Puis elle lui donna la harpée, lame courbe capable de trancher ce que l'acier ordinaire ne peut entamer. « Méduse tue par le regard, dit-elle. Tu ne la verras jamais en face. Le bouclier sera ton œil. La lame sera ton choix. Persée serra les dons sacrés, mais une question demeurait. Où la trouver? Athéna répondit aussitôt. Cherche les grès, les sœurs grises. Elles gardent l'accès au domaine des Gorgones. Elles partagent un seul œil et une seule dent. Et si elles refusent, demanda Persée. Hermès eut un sourire tranchant. Alors apprends qu'on peut voler la vérité comme on vole une bourse. Les dieux se dissipèrent dans l'air du soir. Le silence qui suivit fut immense. Persée resta seul, le bouclier au bras, la harpée en main. Il venait de recevoir des dons divins, et pourtant, il ne se sentait pas protégé. Au contraire,
Si l'Olympe s'intéressait à sa quête, c'est qu'elle dépassait déjà la vengeance d'un roi et le salut d'une mère. Il n'était plus seulement un fils qui partait sauver la sienne. Il devenait la pointe d'une volonté plus ancienne, peut-être plus terrible. Il leva le bouclier. Son reflet lui renvoya le visage d'un jeune homme fatigué, mais résolu. Alors Persée prit son essor vers l'ouest, là où le soleil semblait chaque soir tomber dans une plaie du monde. Les sandales d'Hermès portèrent Persée loin au-delà des routes connues. Sous lui défilaient des mers couleur de vin, des montagnes dentelées, des îles que les cartes n'osaient nommer. Plus il avançait vers l'ouest, plus le monde semblait perdre ses règles. Le vent changeait sans prévenir. Le soleil glissait lentement vers un horizon immobile. Et parfois, Persée avait l'impression que la terre elle-même respirait sous lui. Après plusieurs jours de vol, il atteignit enfin une côte grise et déserte. La mer y frappait les rochers avec une lenteur étrange, comme si même les vagues hésitaient à approcher. Au pied d'une falaise béante s'ouvrait la caverne des grès. Persée posa le pied sur la pierre froide et rabattit sur sa tête le bonnet d'Hadès. Son corps disparut aussitôt dans l'air tremblant. Invisible, il s'avança dans la grotte. L'intérieur empestait l'humidité et la vieillesse. Une lueur cendrée révélait 3 silhouettes voûtées autour d'un feu sans chaleur. Les sœurs grises étaient plus anciennes que les royaumes humains. Leur peau avait la couleur de la poussière, leurs mains ressemblaient à des racines mortes. Elles partageaient entre elles un seul œil. La première le tenait dans sa paume et scrutait la caverne. « Donne-le-moi, sœur, » grinça la seconde. « J'entends le vent changer. » « Tu l'auras quand j'aurai fini de regarder, » répondit la première. La troisième tendait déjà les mains, impatiente. Persée attendit l'instant précis où l'œil unique passa d'une main à l'autre. Il bondit. Ses doigts invisibles arrachèrent l'orbe en plein vol. Les grès poussèrent un hurlement si aigu que la grotte sembla trembler. Voleur, intrus, rends-nous l'œil. Elle tâtonnait frénétiquement dans le vide, griffant l'air, trébuchant sur les pierres. Persée serra l'œil dans sa paume. Il était chaud, humide, presque vivant. Je vous le rendrai quand vous m'aurez dit où trouver Méduse. Les sœurs se turent, puis leurs voix reprirent chargées de venin. Elles le maudirent, jurèrent que sa lignée disparaîtrait, que les dieux l'abandonneraient, que sa mort serait longue et sans gloire. Mais Persée ne bougea pas. Finalement, la plus ancienne parla. Au-delà du dernier couchant se trouve une île de pierre noire. Un temple ancien s'y dresse.
Les gorgones y dorment entre les statues des héros qu'elles ont tués. Elle étendit une main tremblante. « Rends-nous l'œil. » Persée hésita un instant. « Les trois sont-elles mortelles ?» Un ricanement sec répondit. « Non. Sténo et Euryale ne peuvent mourir. Seule Méduse saigne. » Persée reposa l'œil dans sa main. Alors qu'il quittait la grotte, la vieille lança une dernière phrase. « Souviens-toi, fils de Zeus, certains monstres sont d'anciennes victimes. » Ces mots le poursuivirent longtemps après qu'il eut repris les airs. L'île apparut au crépuscule. Elle surgissait de la mer comme une cicatrice dans le monde. Roches noires, falaises coupantes, silence absolu. Même la lune semblait éviter ce lieu. Persée atterrit prudemment. Très vite, il comprit pourquoi personne ne revenait de cet endroit. Des statues couvraient le sol autour du temple. Un guerrier figé dans l'élan d'un coup d'épée. Un roi tombé à genoux. Un voleur encore crispé dans une tentative de fuite. Certains visages étaient tordus de terreur, d'autres figés dans une incrédulité muette. Tous avaient été surpris au moment exact où leurs yeux avaient rencontré ceux de Méduse. Persée leva lentement le bouclier poli devant son visage. À partir de cet instant, il ne regarderait plus le monde directement. Le temple était plus sombre encore que l'extérieur. L'air y sentait la pierre humide et la peau de serpent. Dans le reflet du bouclier, Persée aperçut enfin les trois formes allongées. Sténo et Euryale dormaient, massives et terrifiantes, leurs crocs dépassant de leurs lèvres entr'ouvertes. Mais ce fut Méduse qui arrêta son regard. Même inversée dans le bronze, même entourée de serpents sifflants, son visage portait une étrange tristesse. On racontait qu'elle avait été autrefois une prêtresse d'Athéna, transformée en monstre pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Pendant un instant, Persée hésita. La harpée trembla dans sa main. La voix de la grée revint dans son esprit. Certains monstres sont d'anciennes victimes. Mais au même moment, plusieurs serpents levèrent la tête. Ils avaient senti sa présence. Persée n'avait plus le choix. Il se plaça derrière Méduse, fixa son reflet dans le bouclier et leva la harpée. Son cœur battait si fort qu'il croyait l'entendre résonner dans tout le temple. Puis il frappa. La lame descendit d'un seul coup. Le sang jaillit comme une flamme noire. La tête de Méduse se détacha du corps dans un cri si terrible que les murs vibrèrent. Et soudain, deux formes surgirent du sang.
Le cheval ailé Pégase, blanc comme l'écume, bondit vers le ciel. À ses côtés apparut Chrysaor, guerrier gigantesque tenant une épée d'or. Mais ce miracle réveilla les deux sœurs immortelles. Sténo et Euryale ouvrirent les yeux. Leurs hurlements firent trembler la pierre. Persée fourra la tête de Méduse dans la besace sacrée et rabattit sur lui le bonnet d'invisibilité. Les Gorgones se dressaient déjà. Leurs griffes déchiraient l'air, leurs serpents fouettaient les colonnes. Meurtrier, hurlait Euryale. Persée courut. Les sandales ailées le propulsèrent hors du temple au moment même où une griffe gigantesque manquait sa gorge. Il s'éleva dans le ciel. Derrière lui, les deux immortels prirent leur envol. La poursuite dura longtemps au-dessus de la mer Noire. Les cris des Gorgones résonnaient comme des tempêtes vivantes. Mais les sandales d'Hermès étaient plus rapides que leurs ailes monstrueuses. Peu à peu, leurs hurlements s'éloignèrent. Persée continua de voler jusqu'à ce que la mer change de couleur sous lui. Alors seulement il ralentit. Mais son voyage n'était pas terminé. Au loin, sur une côte éclairée par la lune, il aperçut une jeune femme enchaînée à un rocher. Des torches brûlaient sur la plage. Une foule regardait la mer avec effroi. Persée descendit. Il apprit l'histoire rapidement. La princesse Andromède était offerte en sacrifice à un monstre marin pour punir l'orgueil de sa mère, qui avait insulté les Néréides. Persée regarda la princesse. Malgré les chaînes, elle se tenait droite. « Pars, étranger, dit-elle. Le monstre arrive. » La mer bouillonna. Une créature gigantesque surgit des vagues, ses écailles luisant comme des lames. Persée tira lentement la tête de Méduse de la besace. Alors regardons lequel de nous deux est le vrai monstre. Il détourna les yeux et leva la tête vers la bête. En un instant, la créature se figea. Sa chair devint pierre. Le silence tomba sur la mer. Persée brisa les chaînes d'Andromède. Elle le regarda avec une intensité étrange. « Qui es-tu » Persée hésita. Un homme qui essaie de rentrer chez lui. Mais au fond de lui, il savait déjà que sa vie ne serait plus jamais celle d'un simple fils de pêcheur. Et tandis que l'aube commençait à éclairer la mer pétrifiée, Persée comprit que la victoire contre Méduse n'était que le début de son destin. Le voyage de retour fut plus lourd que l'aller. Persée volait au-dessus des mers avec les sandales d'Hermès. Mais le poids qu'il portait n'était plus seulement celui d'une besace. À sa ceinture reposait la tête de Méduse, enfermée dans le sac sacré donné par Athéna. Même cachée, elle semblait vivante,
comme si sa malédiction respirait encore. À ses côtés volait parfois Pégase, l'étalon ailé né du sang de la Gorgone. L'animal apparaissait et disparaissait dans les nuages comme un esprit de tempête. Persée n'essayait pas de le contrôler. Il savait que certaines merveilles ne peuvent être possédées. À mesure qu'il approchait de Séryphos, son cœur se serrait. Il n'avait qu'une pensée, Danaé. Polydectès avait attendu sa mort. Combien de temps avant qu'il ne cesse de faire semblant d'attendre? Lorsque Persée toucha enfin le rivage de l'île, la réponse l'attendait déjà. Les pêcheurs qu'il connaissait évitaient son regard. Les rues semblaient plus silencieuses. Une peur discrète flottait sur l'île comme une brume. Un vieil homme finit par parler. Ta mère se cache dans le temple. Le roi la veut toujours. La colère de Persée fut calme et froide. Il confia Andromède au pêcheur Dictys, l'homme qui avait autrefois sauvé Danaé de la mer. Puis il marcha vers le palais. La grande salle était pleine. Polydectès festoyait avec ses courtisans. Les tables croulaient sous les viandes, le vin et les rires. Aucun d'eux n'attendait le retour du jeune homme envoyé à la mort. Lorsque les portes s'ouvrirent, le silence tomba aussitôt. Persée entra lentement. La poussière du voyage couvrait encore ses vêtements. Mais dans sa démarche, il y avait quelque chose de changé, quelque chose de plus dangereux que la colère. Polydectès le fixa comme on regarde un fantôme. Persée, dit-il finalement, te voilà donc vivant. Tu m'as demandé un présent, répondit-il calmement. Un murmure parcourut la salle. Le roi tenta de rire. Alors montre-nous ce que tu as trouvé au bout du monde. Persée avança jusqu'au centre du banquet. Tu voulais la tête de Méduse. Il ouvrit la besace. Pendant une fraction de seconde, le visage de la Gorgone apparut dans la lumière des torches. Les serpents figés semblaient encore prêts à frapper. Le regard mort de Méduse balaya la salle. Les rires s'arrêtèrent. Les coupes tombèrent. Et les hommes commencèrent à se transformer. Leurs visages se durcirent d'abord, comme si la peur gelait leur peau. Puis, leurs bras, leurs épaules, leurs corps entiers devinrent pierre. En quelques battements de cœur, le banquet entier se changea en statuaire figée. Polydectès resta debout au milieu de la salle, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans un dernier ordre qui ne sortirait jamais. Puis, il devint lui aussi une statue. Persée referma la besace. Le silence qui suivit
était totale. Il quitta la salle sans regarder derrière lui. Au temple, Danaé leva les yeux lorsque Persée entra. Pendant un instant, elle ne bougea pas, comme si son esprit refusait de croire ce qu'elle voyait. Puis elle courut vers lui. « Tu es revenu. » Persée la serra contre lui. Pour la première fois depuis son départ, la tension qui le tenait debout se relâcha. C'est fini. Grâce à lui, Dictys devint roi de Séryphos, un roi simple et juste, choisi par le peuple plutôt que par la peur. Pour la première fois depuis longtemps, l'île respira. Mais l'histoire de Persée ne pouvait pas se terminer là. Il y avait encore la prophétie. Le nom d'Acrisios, le roi qui avait voulu fuir son destin, planait toujours sur la vie de Persée. Avec Andromède et Danaé, il quitta donc Séryphos. Il ne voulait pas de trône volé, ni de vengeance. Il voulait simplement vivre loin des erreurs des rois. Mais les prophéties sont patientes. Des années plus tard, lors de jeux athlétiques dans une cité étrangère, Persée participa à une compétition de lancer de disques. La foule était immense. Les spectateurs se pressaient autour de la reine. Parmi eux se trouvait un vieil homme fatigué, qui avait fui son royaume pour échapper au destin. Acrisios. Persée lança le disque. Le vent changea brusquement. La lourde pierre dévia de sa trajectoire, traversa la foule et frappa le vieil homme à la tête. Il mourut sur le coup. Lorsque Persée comprit qui était la victime, il resta longtemps immobile. Ainsi la prophétie s'était accomplie. Non par haine, non par vengeance, mais par le simple hasard d'un lancer. Persée comprit alors quelque chose que peu d'hommes acceptent. Certains destins ne peuvent être évités. Tout ce que l'on peut choisir, c'est quel homme on devient en marchant vers eux. Plus tard, Persée rendit les dons des dieux. Les sandales ailées retournèrent à Hermès. Le casque d'invisibilité fut rendu à Hadès. La harpée passa entre les mains d'autres héros. Mais Athéna garda la tête de Méduse. Elle la fixa sur son égide pour terrifier les ennemis des dieux. Persée, lui, devint roi, époux d'Andromède et fondateur de nouvelles cités. Il vécut longtemps, entouré de ses enfants et des récits grandissants de ses exploits. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient une chose. Persée n'était pas seulement le héros qui avait tué Méduse. Il était l'homme qui avait compris que les monstres naissent parfois des injustices des dieux et que le courage consiste parfois simplement à protéger ceux qu'on aime, même quand le destin lui-même semble s'y opposer.
et c'est ainsi que son nom fut inscrit parmi les étoiles. Non seulement pour avoir vaincu un monstre, mais pour avoir affronté le regard du destin lui-même. Et maintenant, alors que les tempêtes de la légende s'éloignent dans la brume du souvenir, que la mer Égée retrouve son calme et que les îles grecques reposent sous la lumière tranquille des étoiles, laissez votre esprit déposer ses fardeaux comme Persée a déposé les siens, épreuve après épreuve, jusqu'au silence retrouvé. Si l'histoire de Persée et de Méduse vous a accompagné, vous a apaisé ou vous a guidé doucement vers le sommeil, vous pouvez partager vos impressions dans les commentaires. Si ces légendes anciennes, nées entre les temples oubliés, les mers profondes et les constellations du ciel grec, vous offrent un moment de paix le soir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau voyage à travers les mythes du monde. Et si ce voyage à travers le destin de Persée vous a permis de relâcher la tension de la journée, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces récits anciens de continuer à vivre doucement dans le calme des nuits. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.